Oui, allô, bonjour. C'est John Allore. Bienvenue au Québec Sikh. Et voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec Sikh. Aujourd'hui, on est encore à Sherbrooke. On va continuer notre histoire avec la famille Laplante, la famille Les Charlans. Alors aujourd'hui, on parle du procès de Fernand Laplante. Ça a été écrit et recherché par John Allard. Le procès pour meurtre au premier degré de Fernand Laplante s'est ouvert la semaine suivant la découverte du corps de Teresa Allard dans un ponceau de Compton, à Québec, le vendredi saint 13 avril 1979. De nombreux officiers de la Sûreté du Québec, appelés à témoigner, étaient les mêmes officiers qui faisaient le travail de fond sur le cas de Teresa. Faire le porte-à-porte, les entretiens préliminaires, classement des documents. Combien d'entre eux ont fait le lien avec le fait que les réponses au meurtre de Compton étaient contenues dans le processus criminel qui se déroulait au tribunal de Sherbrooke? Pendant que les avocats se préparaient à présenter leurs arguments, les parents à John commandaient le cercueil blanc de Teresa et prenaient des dispositions pour les funérailles. Le juge et le jury se sont installés pour écouter les preuves. La famille alors était sur le boulevard des Caries à Montréal en train de récupérer la bicyclette de Teresa, qui était restée dans un atelier tout l'hiver pour être réparée. Alors qu'ils prenaient leur souper, petit souper tôt au restaurant Piazza Tommaso, et que John pleurait plus tard dans les bras de sa mère dans le stationnement du restaurant, le témoin vedette de l'accusation, Jean Charland, s'est approché de la barre. C'est ce que Charland a raconté à la cour qui est arrivé à Raymond Grimard et Manon Bergeron la nuit où ils ont été assassinés, le ou vers le 6 juillet 1978, dans le sud de Lennoxville. Charland Laplante, Mario Vallière et un homme nommé Richard Gravel se sont rendus à North Atlee le 3 juillet 1978 pour repérer une succursale bancaire qu'ils avaient ciblée pour un vol à main armée. Ils sont revenus le lendemain avec une voiture et 2 motos volées après avoir vérifié une autre succursale à Sherbrooke à la place Dunant. Fernand Laplante s'est rendu compte qu'ils avaient été suivis lorsqu'il a aperçu l'agent Réal Châteauneuf et son entourage de la SQ qui rôdaient dans les parages et alors Fernand a dit au gars « On crisse le camp d'ici ». De retour à Sherbrooke, selon Charland, Laplante a exprimé l'opinion que c'était l'hostie de crotté de Grimard qui les avait dénoncés, en criant qu'il avait refusé de participer au hold-up et qu'en règle générale, il parlait trop. Le soir du 5 juillet, Charland et Laplante se sont rencontrés au Moulin Rouge, à l'hôtel Normandie, où Laplante proposait maintenant de commettre un vol à la résidence de M. Nadeau sur le chemin Asbury, dans le sud de Lennoxville, et leur a suggéré d'inviter Grimard à se joindre à eux. Ils se sont rendus à pied chez Grimard vers 2 heures du matin et Laplante a parlé avec le loup Grimard dans sa chambre. Laplante, Charland, Grimard et sa copine Manon Bergeron sont partis ensemble à la Cadillac de Grimard, celle enregistrée au nom de Manon. Charland s'est arrêté à la maison de ses parents à Lennoxville pour prendre une carabine qui, selon lui, appartenait à Laplante. Ils se sont ensuite rendus sur le chemin Asbury. Une fois sur place, ils ont réalisé que Charland avait laissé la cartouche du chargeur de la carabine à Lennoxville. Tout le monde est remonté dans la voiture et est retourné à l'annexe.
De retour au chemin Asbury, la plante et Grimard sont sortis de la Cadillac. La plante a dit à Charland: « Si vous entendez des coups de feu, klaxonnez dans la voiture. » Selon Charland, cela aurait été pour masquer le son des coups de feu. Quelques instants plus tard, Charland a dit avoir entendu des coups de feu et avoir klaxonné. La plante est revenue seule. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Manon Bergeron a demandé ce qui se passait ou ce qui s'était passé. Alors que Charland s'éloignait, rappelez-vous ici, là, Charland était l'homme au valant. C'est lui qui chauffait. Bergeron a commencé à crier qu'elle voulait sortir. La plante a alors frappé Manon et a demandé à Charland de se retourner sur le chemin Asbury. Une fois sur place, Charland a dit qu'il pouvait voir dans ses phares le corps de Grimard étendu dans le pâturage. La plante a mis une corde autour du cou de Manon Bergeron. Il l'a traîné hors du véhicule et est revenu chercher le canon de la carabine. Donc la crosse avait été détachée. Selon Charland, Fernand Laplante a ensuite battu Manon Bergeron à mort avec le canon de la carabine. Laplante est revenu et Charland et lui ont pris la route. Lorsque la Cadillac a atteint le pont Deakin sur la route 143, Laplante a jeté la carabine dans la rivière Quaticook. Laplante a dit à Charland d'abandonner la Cadillac au club de golf de Lennoxville. Laplante et Charland se sont ensuite dirigés à pied vers la ville de Lennox. Dans son contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, Jean-Pierre Rancourt, a fait admettre à Charland que la tentative d'incendie criminel au motel Aloha et son arrestation sur les lieux étaient le résultat d'un coup monté par un homme nommé Lachance et la police. Jean-Pierre Rancourt a ensuite suggéré quelque chose de très intéressant. Il a demandé à Charland s'il ne trouvait pas curieux que Grimard ait refusé de participer à un vol de banque dans une après-midi, mais qu'il ait accepté de commettre un hold-up au milieu de la nuit dans une résidence privée. Il a ensuite soutenu que Charland s'était rendu seul chez Grimard le soir des meurtres, qu'il y avait en fait 2 véhicules cette nuit-là, qu'il y avait 6 personnes sur le chemin Asbury et non 4. Faites le calcul. 2 victimes, 2 voitures et 4 autres personnes. Pendant sa détention, après les meurtres de l'été, Jean Charland s'était vanté d'avoir poivré Grimard de balles. Maître Rancourt a suggéré que Charland n'avait jamais travaillé honnêtement de sa vie, qu'en tant que membre du gang du club des Gitans, il était habitué d'accepter des paiements contractuels pour des travaux comme le 2500 pour le travail au motel Aloha. Maître Rancourt lui a demandé directement: « Aviez-vous un contrat pour tuer Grimard et Mademoiselle Bergeron? » Charland a déclaré qu'il ne l'avait pas, mais il a ensuite admis qu'il avait été question de faire un 1000 à 1500 $ rapidement dans le secteur de Lennoxville. Apparemment, il n'y a personne qui pouvait garder un secret dans la petite ville de Sherbrooke. L'agent Noël Bolduc de la SQ avait également entendu dire par un délateur qu'un coup était prévu pour le 4 juillet dans un endroit de la région. C'est étrange. Ce délateur ne serait pas Grimard. Ce qu'on ne dit pas, là, il va avoir un coup et le coup sera sur moi. Ce n'est pas je suis Spartacus. Et si Bolduc était au courant du coup avant les meurtres, pourquoi ne pas agir pour l'empêcher? À moins, bien sûr, de décider de fermer les yeux. Qui était cet autre délateur au juste? Et sur la question de Carole Facto, vous vous souvenez d'elle, hein? Charland a admis avoir menti à la police et au coroner pendant leur enquête sur sa mort en disant qu'il ne savait rien. Charland a admis que Carole Facto lui avait mentionné la possibilité de porter plainte
auprès de la police suite au vol de la voiture de sa coloc, Hélène Larochelle, dans lequel il était impliqué alors qu'il était en probation. Charland a ajouté qu'il s'est confié à Fernand Laplante au sujet de Carole, qui lui aurait dit qu'il aurait pu le faire. Ce n'est qu'après l'incident du motel Aloha que Charland a ensuite fait une déclaration incriminant Laplante. Quelle version est la vraie, demande Maître en cours. Charland a répondu qu'il disait maintenant la vérité en cours. J'ai une dernière question, Monsieur Charland. N'est-il pas vrai de dire que vous êtes un menteur? Oui, c'est vrai. J'aurais dû vous le demander en premier lieu. Charland a hoché la tête. Le 23 avril 1979, la Cour fait une excursion sur le site où ont été découverts les corps de Grimard et de Bergeron. Pouvez-vous vous imaginer? Les photographies de la tribune de cet événement sont surréalistes. Vous pouvez le voir si vous êtes sur le YouTube. L'accusé, Fernand Laplante, se promène dans les champs aux côtés de Jean Charland et du jury de 7 hommes et 5 femmes, comme dans un festival de la Saint-Jean. Le jury a été transporté en autobus, fourni par le ministère de la Justice. Le greffier Jean Larose a apporté une chaise pliante pour ajouter à l'atmosphère de pique-nique. On a demandé à Jean Charland d'indiquer l'endroit où les corps ont été trouvés. Il l'a fait. On lui a demandé où était garée la Cadillac lorsque les corps ont été jetés. Il l'a fait aussi. C'est vraiment tout ce que Charland pouvait dire au jury au sujet de la décharge, car tout le monde savait que Raymond Grimard et Manon Bergeron n'avaient pas été assassinés à cet endroit, comme ils l'avaient déclaré sous serment. Lorsque les policiers ont témoigné au procès de Fernand Laplante, le jury a appris qu'aucune balle n'avait été tirée à l'endroit du chemin Asbury et qu'aucune carabine n'avait été jetée dans la rivière Coldbrook, la rivière de Quaticook. Le sergent Maurice Corbeil de la SQ a témoigné que 6 policiers ont ratissé le sentier, les champs, les sous-bois et les broussailles de la région le 6 juillet sans trouver de cartouches vides. L'agent Ronald Cyr a déclaré que son équipe de plongée sous-marine a effectué des recherches les 8 et 9 août, puis les 27 et 28 novembre, et n'a trouvé aucune arme au-dessus ou en dessous du pont Deakin. Le corporal André Vallée a ajouté que d'autres recherches effectuées dans la rivière les 18 et 19 septembre ont permis de retrouver un morceau d'acier, donc les dimensions équivalaient à celles d'une arme à feu jetée du pont par l'agent Noël Bolduc dans le cadre d'une expérimentation visant à déterminer la distance que pouvait parcourir une carabine dans l'eau courante de Quaticook. Cela signifie que le fusil factice a été récupéré, mais pas un vrai fusil, car Fernand Laplante ne s'était jamais débarrassé d'un fusil comme l'avait témoigné Jean Charland. Lorsque l'agent Réal Châteauneuf est venu à la barre, il a réaffirmé qu'il n'avait pas trouvé de cartouche près du corps de Grimard. Châteauneuf a dit à Maître Rancourt qu'il y avait peut-être du sang sur le sol, mais qu'il ne l'avait pas remarqué. Il serait important de le savoir pour déterminer si Grimard a été tué là ou ailleurs, a suggéré Rancourt. Sans déconner, là, comme l'un des points les plus fondamentaux de, vous savez, être un enquêteur, c'est vraiment là, pas juste les images sur la tribune, mais les enquêtes eux-mêmes sont surréalistes. À ce moment-là, Châteauneuf a offert la tactique ou la tractique « Vous devriez parler à mon superviseur », comme un fonctionnaire de centre d'appel qui fait la génuflexion, disant qu'il n'avait aucune théorie sur le sujet et que c'était l'enquête de l'agent Noël Bolduc
Donc, la question devrait lui être posée à lui. Maître en cour a demandé à Châteauneuf pourquoi Jean Charland avait d'abord nié savoir quoi que ce soit sur le meurtre de Carole Fecteau et n'avait donné une déclaration incriminant la plante dans son meurtre qu'après l'incendie du motel Aloha. Lorsque le sergent Pierre Marcoux avait laissé entendre que la plante avait blâmé Charland pour son meurtre, ce qui n'était pas vrai. En gros, est-ce que c'est un truc normal de la police? A demandé Maître en cour. L'agent Châteauneuf a admis. Oui, c'est un des trucs habituellement utilisés. Châteauneuf a ensuite nié que l'arrestation de Charland, le 11 novembre, près du motel Aloha, était un coup monté organisé par la police. C'est l'agent réel Châteauneuf qui a trouvé 19 et un morceau de papier sur le corps de Grimard avec le numéro de téléphone de Tricia Hall ou Patrick Hall de la Sûreté du Québec. Rappelez-vous que c'est cet élément de preuve qui a conduit à la spéculation selon laquelle Raymond Grimard était un délateur de la police, un informateur, un stooler. Un associé connaissant bien le milieu criminel de Sherbrooke a fait le commentaire suivant. Cela semble trop évident. John vous suggère que ce morceau de papier a été placé sur le corps de Grimard par la SQ, afin de fournir un motif pour les meurtres et de dissimuler l'identité du véritable délateur de la police. Les résidents des maisons situées dans le secteur de la décharge de chemin Asbury ont été interrogés sur ce qu'ils ont vu ou entendu au petit matin du 6 ou 7 juillet. M. Arnold Deacon et sa fille Terry ont déclaré avoir été réveillés par l'aboiement de leur chien dans leur maison privée près du pont Deacon. Les Deacon ont entendu des klaxons provenant probablement du chemin Asbury, tandis qu'un second véhicule était garé à l'angle du chemin Courval et de la route 143. Madame Deacon a suggéré que l'échange du klaxon aux deux endroits était le signal des deux véhicules. Ils ont donc entendu des klaxons et un chien, mais pas de coup de feu. Les Deacon ont observé une voiture semblable à la Cadillac de Grimard, circulant à quelques reprises entre le chemin Courval et le chemin Asbury. Ils ajoutent qu'ils ont également vu un homme portant des gants qui s'est approché à pied du pont Deacon et qui semblait parler à quelqu'un en dessous du pont. Ils n'ont pas remarqué que quelque chose avait été jeté dans la rivière. Que faisait-il sous ce pont? Au cours de l'enquête du coroner, l'agent Michel Poulain a indiqué qu'il avait photographié 3 traces différentes de personnes sous ce pont le 7 juillet. Aucune d'entre elles ne correspondait aux chaussures de Fernand Laplante qui ont été confisquées pour le processus criminel. Cette information n'est jamais parvenue à la justice. Il est aussi intéressant de noter que Poulain avait trouvé 4 empreintes digitales identifiables sur la carcasse de la Cadillac retrouvée au terrain de golf de Lennoxville. Ces empreintes ne correspondaient pas à celles de la plante. Cette information n'a pas non plus été transmise au procès. Hélène Achille n'a pas pu dormir cette nuit-là à cause de la chaleur. Elle a témoigné qu'elle a vu une voiture bleue passer 2 fois sur le chemin Asbury où elle vivait. Elle a noté que ce véhicule a klaxonné en descendant la côte. Hélène Achille n'a pas entendu de coup de feu cette nuit-là. Plus tard, cet été-là, le procureur Jean-Pierre Rivard a demandé à un détective privé de mener une expérimentation pendant que Robert Beaulac était assis à l'intérieur avec Hélène Achille dans sa maison d'Asbury. Il a demandé à son associé de tirer 9 coups de feu avec un fusil semi-automatique de calibre 22 en bas de la côte d'Asbury pendant qu'un autre associé klaxonnait une voiture. Alors, on a Beaulac
et Madame Achille dans la maison. On a un autre collègue qui est en train de faire les coups de feu et un autre associé qui va être dans une voiture en klaxonnant. Beaulac et Madame Achille ont facilement entendu le klaxon et le fusil de chasse. Il faut également noter que les détectives ont facilement récupéré les douilles, les cartouches. Le vendredi 27 avril 1979, l'avocat de la défense, Jean-Pierre Rancourt, appelle à la barre Luc Landry, 20 ans. Landry a relevé que lors d'une conversation au Moulin Rouge à l'été 1978, Jean Charland lui a raconté comment il a poivré un gars derrière les poubelles de la rue Wellington et comment Charland lui a dit que Raymond, le loup Grimard, était enfin un délateur, un stooler de la police. Au moment de son témoignage, Landry purgeait une peine de 2 ans et demi pour vol et son admissibilité à la libération conditionnelle approchait à grands pas. À l'origine, Landry avait été approché par les agents Bolduc et Châteauneuf de la SQ qui lui ont demandé s'il voulait témoigner contre Laplante en négociant qu'il pourrait peut-être le faire sortir plus tôt. Lorsque Landry leur a raconté son histoire, ils ont changé d'avis et ont dit à Landry de rester en dehors de tout ça, de se mêler de ses affaires et d'oublier la conversation, insinuant maintenant qu'il pouvait faire en sorte que les choses tournent mal pour sa libération conditionnelle. Landry a raconté comment Bolduc et Châteauneuf ont ponctué leurs paroles de coups de pied et de coups de poing. Nous pouvons maintenant voir qu'il ne s'agissait pas du comportement de quelques pommes pourrites, mais d'une approche institutionnalisée utilisée par la police provinciale du Québec, qui veut dire que c'est le verger qui est pourri. Les coups étaient menés non seulement aux acteurs du monde criminel comme Luc Landry, Fernand Laplante et Claire Dussault-Laplante, mais aussi aux civils ordinaires comme le propriétaire du motel Aloha, l'hôtelier Paul Bergeron. La station de taxi Pettigrew était située le long de la rue Queen à Lennoxville, en face de l'hôtel Le Georgian et juste en bas de la rue du restaurant Chez Charles et Disco Bob's, l'endroit appartenant à Yvan Charland, le père de Jean Charland. Aux premières heures du matin du 6 juillet 1978, le propriétaire, William Pettigrew, effectuait le quart de nuit lorsqu'il a vu 2 silhouettes se diriger vers son taxi en provenance du terrain de golf de Lennoxville. L'un des passagers était Jean Charland et Pettigrew a noté qu'il portait des gants. Le second passager a été décrit par Pettigrew comme étant assez grand, avec des cheveux blonds cendrés, assez longs et des favoris à la Elvis. Et en plus, il avait un tatouage sur chacun de ses bras. Pettigrew a fait 2 arrêts. Le premier était au domicile de Charland, ou plutôt de ses parents, situé au 26 rue Champigny dans un quartier de banlieue au nord de la rivière Saint-François, à moins de 2 kilomètres du campus du Collège Champlain. Après avoir déposé Charland, il a ensuite conduit le second passager à l'angle des rues Belvedere et Short à Sherbrooke. Il est vrai que Fernand Laplante a déjà vécu sur la rue Belvedere, à quelques rues au nord de la rue Short. Mais, comme nous l'avons vu, d'autres personnes ont également habité ce quartier, notamment Luc Grégoire et Carole Fecteau, et il avait un clubhouse des clubs de motards, les Atomes, qui était situé tout près sur la rue Wellington. Et, plus important encore, comme nous l'apprendrons plus tard, Régis Lachance vivait aussi dans ce secteur, sur la rue Larocque, à 2 coins de rue de la rue Short. Ce que Laplante n'avait pas, c'était des tatouages. Au tribunal, l'avocat de la défense, Jean-Pierre Rancourt, a demandé de façon spectaculaire à son client de se lever du box des accusés et d'enlever sa veste. Laplante l'a fait, révélant des bras nus.
La cour est restée silencieuse. C'est à ce moment que Rancourt a senti que sa cause n'était plus douteuse. Le jury semble ébranlé. La couronne et les policiers sont stupéfaits. En contre-interrogatoire, William Pettigrew a mentionné que l'agent Noël Bolduc de la Sûreté du Québec lui avait montré une série de photos d'identité judiciaire. Pettigrew n'a pas identifié la plante ou Charland, qui étaient tous deux sur le pont. Bolduc a suggéré que cela signifiait que Pettigrew n'était pas sûr de savoir exactement qui se trouvait dans son taxi le matin du 6 juillet. Mais John croit que cela signifiait autre chose. William Pettigrew était un témoin réticent. Il n'avait probablement aucune envie de dénoncer un membre des Gitans et son complice, car tout le monde dans cette salle d'audience savait exactement qui était grand, avec des longs cheveux blonds cendrés et des favoris à la Elvis et des tatouages ou un tatouage sur chacun de ses bras. L'avocat Jean-Pierre Rancourt le savait, la couronne, le juge, les agents de la Sûreté du Québec, ils le savaient tous aussi. C'était Régis Lachance. Pensez-y, qui faisait des contrats avec Jean Charland? Qui travaillait avec des partenaires? Régis Lachance. Qui avait l'habitude de prendre des taxis sur les lieux de crime? Régis Lachance. En 1978, Lachance avait les cheveux longs et blonds. Il était grand. Sa famille dit qu'il avait des tatouages sur les avant-bras, dont un représentant un diable. Dans le balado de Le meurtre non résolu de Roland Giguère en 1969, John a écrit « Encore une fois, ce ne sont pas les fils d'Yvon Charland qui ont assassiné Roland Giguère. Mais est-il possible qu'il y avait eu des associations de longue date avec des éléments criminels de Sherbrooke au sein de la famille Charland? Le meurtre de Roland Giguère était-il juste un crime d'opportunité ou était-ce une action planifiée pour éliminer la concurrence? Et la concurrence pourquoi? Le poulet frit? La domination des restaurants? Quelque chose de plus? Régis Lachance est exactement la personne à laquelle John pensait dans cette affaire. Il est exactement le suspect potentiel, maintenant âgé dans la fin soixantaine, qui a été rencontré dans cette affaire, celui que John imaginait la police de Sherbrooke avait interrogé lors de la réouverture de l'enquête de Roland Giguère en 2004. En fait, la Tribune rapporte que les enquêteurs ont rencontré deux suspects potentiels. Qui était l'autre? Le lundi 30 avril, Jean-Pierre Rancourt a appelé son dernier témoin à la barre. Régis Lachance n'a pas répondu à l'appel. Lachance devait comparaître sur l'ordre de la cour. La police ne l'a pas trouvé. Le huissier Claude Bolduc a déclaré qu'il avait essayé à 3 reprises de signifier une assignation à Régis Lachance et qu'il avait finalement dû remettre le document à sa femme. Régis Lachance s'était absenté sans permission. Régis Lachance était AWOL. Je veux vous remercier de nous avoir écoutés aujourd'hui et si vous écoutez depuis le début, encore une fois, on vous remercie. Si vous avez des informations ou des souvenirs ou des mémoires que vous voulez partager avec nous, s'il vous plaît, faites-le. On apprécie ça beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée. Encore, si vous avez des informations pouvant aider la police, vous pouvez contacter la Sûreté du Québec par courriel CIC@commercial-sûreté.qc.ca
Et aussi, le numéro du téléphone, c'est 1-800-659-4264. Encore, merci pour écouter aujourd'hui. Moi, je suis John Alors. Une bonne journée, peut-être un bon week-end. C'est Québec Sick. Au revoir.